entre engagement intellectuel, politique, associatif ou tout simplement personnel, et la volonté d'échapper à toute forme de conflit, y compris par la compromission, le pacifisme marque durablement le siècle tragiquement engagé par la mort de masse du premier conflit mondial. Donc la personne qui va nous parler de pacifisme, c'est Pierrick Hervé. Il est né en 1962 à Saint-Malo, il est à mes côtés. Il est docteur en histoire contemporaine et enseigne depuis 1987. Il enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Guisto et à l'IPAC de Nantes. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 1998 qui avait pour titre « Le deuil, la patrie, construire la mémoire communale de la Grande Guerre, l'exemple du département de la Vienne » et qui était principalement consacré au monument aux morts, si j'ai bien compris. Je me suis perdu. Voilà. Il a publié de nombreux articles et coécrit un ouvrage sur la Première Guerre mondiale. Parmi ses publications, je retiens un dossier pour le CNDP, aujourd'hui Canopée, dans la collection Pour Mémoire, portant sur les fusillés de la Grande Guerre. Il est co-créateur et co-administrateur de la plateforme 14-18. Il s'agit d'une plateforme éducative sur la Grande Guerre qui a été créée en 2015 avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Défense. Elle s'adresse notamment aux enseignants du secondaire, à leurs élèves et aux étudiants. Son objectif est de favoriser la compréhension des enjeux historiques de la Grande Guerre à travers le portrait des 8 membres d'une famille, les Rézal, et de 2 proches de la famille, sur la base de la correspondance qui a été échangée entre eux pendant 4 ans et demi. Donc les modalités de notre conférence aujourd'hui, on a à peu près 2 heures, on a un peu empiété déjà, dont un peu plus d'1h20 seront consacrées à l'allocution de Monsieur Hervé, et qui sera suivi d'un temps d'échange avec le public. Et à la fin de ce temps d'échange, on aura aussi le plaisir d'écouter Yves Lecard, qui est un poète pacifiste, et qui viendra nous lire un texte de sa production. Voilà, donc. C'est classique pour les monuments aux morts, c'est-à-dire la mère veuve et les enfants orphelins, donc la mère éplorée. Le monument porte cette formule que maudite soit la guerre. Le monument donc d'Ardilly dans le Rhône, dont Jean-Yves parlait hier, qui porte une autre épigraphie centrale, hein, contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples, que l'avenir console la douleur, là aussi la mère et l'enfant, la mère éplorée et l'enfant. Et il y a un monument qui est peut-être un peu moins connu, qui est dans la Loire, dans une petite commune qui se nomme Saint-Martin-des-Fréaux, et où sur l'une des façades du monument, la commune fait le bilan, donc bilan de la guerre, c'est un peu loin pour vous, peut-être de plus de 12 millions de morts, autant d'individus qui ne sont pas nés, plus encore de mutilés, de blessés, de veuves, d'orphelins, pour d'innombrables milliards de destructions diverses, des fortunes scandaleuses édifiées donc sur les peines humaines, des innocents au poteau d'exécution, des coupables aux honneurs, la vie atroce pour les déshérités, la formidable note à payer. Ça fait un magnifique sujet d'étude, le contenu de cette formule résume à peu près toute la guerre, ou du moins un regard sur la guerre. La guerre aura-t-elle enfin provoqué assez de souffrance, a-t-elle enfin assez provoqué de souffrance et de misère, assez tué d'hommes, pour qu'à leur tour les hommes aient l'intelligence et la volonté de tuer la guerre? Alors, il a été érigé au début des années, je ne sais pas l'année exacte, il a été érigé au début des années 20. Alors, ces monuments pacifistes, c'est le début des années 20. J'en prends un autre qui est un peu moins connu, qui est dans les Alpes de Haute-Provence, où le pacifisme là est, alors celui-là date de 28, la mère éplorée qui montre la longue liste des morts de la commune, et l'enfant, mais qui est déjà un adolescent, futur donc citoyen soldat, brise, comme on a brisé des fusils, hein, c'est devenu même un symbole du pacifisme international, eh bien il brise l'épée, donc l'épée ici symbolique de l'arme, enfin du moins métonymique de l'arme dans son ensemble, et l'épée est brisée. Alors, la question des monuments morts pacifistes, à caractère pacifiste, dans toute la France. Il y en a plus d'une dizaine, hein. Il y en a même un certain nombre. En particulier celui que tu as cité, celui de Saint-Martin-d'Estraux, qui porte sur une de ses faces « Maudite soit la guerre » et ses auteurs. C'est une gradation supérieure en plus par rapport à celui de Jean Sioux qui dit « Maudite soit la guerre ». On est tout à fait d'accord avec ces notions. Et bon, maintenant je suis à côté de Nantes, mais je viens de Seine-Saint-Denis.
Et on avait en Seine-Saint-Denis découvert un monument aux morts à caractère pacifiste sur la place à Saint-Ouen devant la mairie. Ce monument a la particularité, alors sur son socle, il y a plusieurs citations, donc celle de Jaurès, celle d'Anatole France qui sont connues, mais il y a aussi une phrase qui est moins connue de Voltaire qui dit, et là ça rejoint ce que la question d'un camarade d'hier soir, c'est la guerre est un crime que n'excuse pas la victoire. C'est assez fort, hein, comme... Et l'année dernière, enfin oui, en décembre 2022, c'est la Fédération de la Libre Pensée de Seine-Saint-Denis qui a fait un hommage au centenaire de l'édification de ce mouvement, de ce monument aux morts. La municipalité de Saint-Ouen n'a pas eu le même courage que celle de Jancy aujourd'hui en faisant une manifestation sur le centenaire. Et on a découvert dans les archives de Saint-Ouen que c'était la municipalité de l'époque, en 1922, qui a donc, sur la base d'une souscription de la population, qui a financé et érigé ce monument, et qui, le 10 décembre 1922, a rassemblé des foules énormes pour justement l'inauguration de ce... Donc, je crois que effectivement, les monuments aux morts pacifistes méritent d'être connus, leur existence mérite d'être connue, parce que ça nourrit justement la recherche de la paix qui nous réunit tous, je crois. Hein. Oui, là il y a eu aussi l'approche par la chronologie de la construction des monuments. En fait, une grande partie des monuments, même si c'est la plus grande en nombre, va être construite très très vite, entre 19 et 21 en fait. Dans la plupart des départements, on n'oublie pas que la France est encore un pays majoritairement rural, ça dure encore quelques années, mais donc la bascule se fait à la fin des années 20, entre le volume de population majoritaire dans les villes, c'est à partir des années 20, et de la fin des années 20, et du coup, on est encore dans une très forte imprégnation du décès. Mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive maintenant, en 2023, à exprimer le fait que les monuments aux morts ne sont pas... Moi, quand j'étais, pas encore étudiant, mais quand j'étais jeune, dans la ville dans laquelle j'étais, il y avait le poilu de Bennet qui était répété à des centaines d'exemplaires, et on avait le sentiment d'avoir une démarche presque nationaliste, peut-être pas militariste, parce qu'on ne le pensait pas comme ça, mais il y avait un regard assez négatif, en fait, porté sur les cérémonies en elles-mêmes. On est revenu, mais parce que l'histoire a changé aussi et a fait entrer d'autres notions, les notions de pathos, d'émotion, le sort des individus. Les trajectoires individuelles sont beaucoup plus étudiées maintenant, et pas seulement dans le cadre de la guerre 14-18. Et donc, remettre l'humain au cœur. Et quand on met l'humain au cœur, un monument aux morts, dans le monument aux morts, il y a mort. Hein. Et donc, effectivement, ils sont bien destinés, non pas... Alors, ils disent des choses de la communauté qui les construit, je rebondis sur ma formule d'entrée, mais ces choses-là, elles sont très contextualisées, en fait. Et le deuil est très, très, très marqué. C'est après, dans le courant des années 20, que vont se construire d'autres discours. Les monuments les plus impressionnants, mais parce qu'ils sont impressionnants, ils ont été très longs à construire, en fait. Ce sont des monuments qui datent, pour beaucoup, 24, 25, 26, 27. Enfin, dans les très grandes villes, les monuments sont venus un peu plus tard. Alors, il y avait déjà des monuments dans les cimetières. Mais le monument commémoratif public, il est venu, dans l'espace public, il est venu un petit peu plus tard. Mais oui, vous avez raison sur Alors, après, c'est... Que fait-on quand on étudie un sujet qui offre... Moi, j'ai étudié des monuments, j'en ai 330 dans le département de la Vienne, et je les ai tous comptés comme un cas. C'est-à-dire que du plus petit monument, une stèle funéraire, en fait, dans un cimetière, au plus grand monument qui se trouve à Poitiers, bon, il y a une logique compréhensible, de les traiter comme un cas. Et quand on fait des statistiques à partir de tous les cas étalés et traités à égalité,
effectivement, les monuments pacifistes, moi dans la Vienne, j'en ai pas, les monuments pacifistes sont extrêmement rares, en fait. Il y a plus de 100 000, non pas monuments, mais en comptant les monuments, les plaques, les vitraux, etc., on est à plus de 100 000. Ça fait la fortune d'un certain nombre de sculpteurs, d'un certain nombre d'entrepreneurs en monuments funéraires, enfin, et il y a un temps fort là de la production. Si vous avez l'occasion, et ça rejoint aussi notre sujet, passé, mais je pense que nous appartenons à des générations, on a vu ce film, on a tous vu La vie et rien d'autre, donc de Bertrand Tavernier. Là, il fait partie de ces sujets où le mort occupe la place principale. Jean-Jacques Becker titre un long ouvrage, qui est un ouvrage universitaire, sur les années 20, l'ombre portée de la guerre, en fait. Jusqu'où va l'ombre portée de la guerre, et les années 20 sont traversées par ça. Il y avait eu de grosses modifications sur le monument de Jean Sioux, et finalement, justement, du fait de la nécessité d'opérer une restauration actuellement, on s'est rendu compte qu'effectivement les plaques, par exemple, avaient été changées au début des années 80. Donc là aussi, pour des questions en fait tout simplement d'usure du marbre sur ce genre de plaques, et les plaques actuelles sont effectivement des plaques en verre, en fait, actuellement. Mais elles seront restaurées justement en plaques de marbre pour la suite, donc on reviendra sur un état un peu plus proche. Et puis je rejoins un autre point qui avait été dit un peu plus tôt sur comment est-ce qu'on arrive à financer, comment ont été financés ces monuments effectivement dans les petites communes qui n'avaient pas de moyens. Alors, il faut bien se rendre compte que Jeanchou n'était pas une si petite commune que ça en 14-18, hein. On était quand même plus proche des 1000 habitants. Quand même. Et effectivement, l'essentiel, c'est un mélange entre la souscription publique, qui couvre plus de la moitié des dépenses, la commune, l'autre partie, et puis la subvention de l'État qui était autour de 5%. La subvention de l'État, elle est calculée selon deux barèmes. Il y a le barème de ce qu'on appelle le centime communal, c'est-à-dire la richesse en fait, de la commune. Il y a des communes inégalement riches, les communes sont inégalement riches. Et le deuxième barème, il est calculé par le nombre de morts par rapport à la population du recensement de 1913. Donc il y a un barème savant, enfin, encore une fois, dont seul l'État a le secret. Hein. Et alors il y a autre chose dans l'État. La mémoire, elle vient d'en bas, en fait. Elle a été créée par l'en bas. Et il y a une loi d'octobre 19 qui organise la mise en place des processus mémoriels, mais qui ne rend absolument pas obligatoire la construction d'un monument. On peut dire parfois que voilà, l'État, il y a une loi et les communes construisent. Non, les communes ont anticipé en fait avant, enfin du moins ont lancé un mouvement avant que l'État ne s'en est pas emparé, mais avant que l'État y participe. Et il n'y a aucun caractère obligatoire. Et quand on voit le volume de monuments créés, donc après la guerre 14-18, il y a vraiment un élan de la population autour de cette nécessité de recueillement. Je pense que l'absence des corps y est vraiment pour beaucoup. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de monument aux morts, vous avez tout un ensemble de familles qui n'a aucun endroit pour se recueillir, à part un voyage de temps en temps sur une tombe qu'il faut d'abord identifier, et ce n'est pas simple. Alors pour les soldats disparus, pour les soldats des fosses communes, etc., c'est très compliqué. Et autrement, l'illusion peut-être que son fils est, ou son mari, ou son père est sous l'Arc de Triomphe, enfin, c'est j'allais dire, de maigre consolation. Donc le monument aux morts, c'est un cénotaphe, il joue ce rôle-là, en fait. Hein. C'est une tombe sans corps, c'est un monument funéraire sans corps. Et il joue ce rôle, donc là. Et alors, l'idée des répercussions, puisque c'est du coup un thème que l'on n'a pas évoqué, bien évidemment, dans la guerre 39-45, les choses s'arrêtent, en fait, elles changent. Donc il y a la bascule, soit l'on poursuit le pacifisme qui désire ardemment donc lutter et faire disparaître le fascisme, que l'on va retrouver dans le Conseil national de la résistance, par exemple dans son programme Appel à la paix, que l'on va retrouver aussi dans la constitution d'un droit international après la guerre, mais qui est un droit international à nouveau des vainqueurs. Des vainqueurs, hein. Les vaincus vont être beaucoup plus de temps à être réintégrés. L'Allemagne entre dans la communauté internationale. Enfin, elle est l'enjeu de crise de guerre froide, et elle ne devient un État reconnu à l'échelle de l'ONU qu'au début des années 70. Hein. Donc il y a un délai encore plus grand. Et puis il y a des guerres qui vont reposer des formes de pacifisme. Alors j'en choisis une pour ne pas faire une deuxième conférence, mais la guerre du Vietnam va reposer les choses parce que elle se déroule dans un temps où
la critique de la société de consommation a déjà commencé, où il y a une contre-culture dont le capitalisme d'ailleurs sait faire bien évidemment aussi ses petits, mais une contre-culture qui s'est créée et avec une médiatisation beaucoup plus grande. Médiatisation par la presse américaine, médiatisation aussi par les artistes. Et on va retrouver ce pacifisme-là, on va le retrouver chez John Baez, chez Bob Dylan, enfin, il y a tout un tas d'acteurs et d'actrices qui deviennent et qui portent en fait ce pacifisme à une échelle qui est une échelle planétaire en fait, et qui touche donc la jeunesse mondiale. Et la guerre du Vietnam va aussi changer la donne de ce côté-là. Et il y a un autre aspect qui change la donne à partir de 1945, c'est bien évidemment la mise au point de l'armement nucléaire. Et le pacifisme change aussi de nature à partir du moment où l'armement nucléaire est présent. Alors il y a deux aspects, je vais prendre des gants pour dire cela, mais donc il y a un pacifisme nouveau qui est anti-nucléarisation, qui est contre la prolifération de l'armement nucléaire, pour le désarmement, et qui va donc donner le désarmement nucléaire, c'est ce qui donne le fameux symbole des pacifistes, puisque c'est le symbole de la marine britannique du N et du D associé à l'intérieur d'un cercle, qui va donner ce symbole pacifiste, et qui va aboutir notamment, donc je pensais à Frédéric Joliot-Curie tout à l'heure, à l'appel de Stockholm de 1950, porté par les communistes, porté par, alors c'est plus international, c'est le Cominform, mais porté donc par les communistes qui viennent par ailleurs, enfin l'URSS vient de se doter de la bombe, c'est 49 pour l'URSS, donc il y a ce nouveau pacifisme-là qui lutte contre un armement qui produit la course à l'armement de la guerre froide et ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, et donc qui met en jeu la paix mondiale. Et d'un autre côté, alors encore une fois, je prends des gants pour vous dire ça comme ça, l'armement nucléaire est ce que les militaires appellent un armement de non-emploi. C'est-à-dire, c'est un armement qui a pour but de ne pas être utilisé, de créer, la France au début des années 60 structure sa démarche donc dans la fameuse arme de dissuasion, c'est-à-dire persuader l'adversaire qu'il n'a aucun intérêt à vous attaquer et que vous feriez chez lui autant de dégâts, peut-être plus, que ce qu'il ferait chez vous s'il vous agressait. On est dans la démarche de dissuasion. Et finalement, d'une certaine façon, la paix, en tout cas à l'échelle des grandes puissances qui ne se font pas encore la guerre, ou qui peuvent se la faire par des théâtres périphériques et des guerres interposées, mais elle n'a pas eu lieu depuis 1945. Et l'armement nucléaire, mais je vais lancer une bombe, je crois, là. L'armement nucléaire joue aussi ce rôle-là. Et c'est Bernard Russell qui disait, à la sortie le philosophe britannique, à la sortie de la Grande Guerre, disait que on ne peut que vouloir la paix, puisque de toute façon, la guerre produit, donc l'exemple de la guerre de 14-18, la guerre produit, enfin, ce que la guerre produit pour obtenir la victoire est de toute façon à la fois philosophiquement et matériellement tellement destructeur que la plus injuste des paix est préférable. Et on est donc dans cette espèce de pacifisme intégral, c'est-à-dire la guerre ne sert plus à rien. Et par le biais de l'armement nucléaire, alors tout le monde n'a pas l'armement nucléaire, donc la guerre est encore présente sur nos sols, mais par le biais de l'armement nucléaire, on limite effectivement cette dynamique guerrière. Mais je sens que je peux lancer. Non, je suis désolé, madame, je ne vais pas pouvoir prendre d'autres. Je voulais juste poser une petite question parce que j'ai toujours entendu dire que sur le monument aux morts de Jansiou, il était prévu « Maudite soit la guerre qui m'a fait orphelin », mais que la préfecture avait refusé ce deuxième membre de phrase. Donc je voudrais savoir si c'est une légende ou si c'est beau, la vérité, je ne sais pas. Voilà. Alors là, je m'adresse à ça. Alors que la préfecture puisse intervenir, les préfets, je disais tout à l'heure, sont tuteurs des communes. Donc, mais la réponse ici. Ah non, mais c'est pas. Enfin, non, j'ai été maire adjoint pendant 12 ans, pas de la commune de Jansiou, dont je m'occupais des finances. Donc, il faut savoir que le monument aux morts ici, pendant des années, n'a pas été reconnu par la République française. Il n'existait pas. Donc il n'y avait pas l'argent. Les subventions, les dotations aux communes, alors elles ne sont pas spécifiées pour un monument aux morts.
pas une spécification pour le monument aux morts de tel. Mais ce monument aux morts-là, c'est un monument pacifiste, donc la République française ne le reconnaissait pas. Donc à chacun de l'entretenir, etc. Et alors maintenant, je vais simplement terminer, mais si vous voulez donner de l'argent pour entretenir les monuments aux morts, c'est le 11 novembre, il y a un bleu, le symbole c'est les bleuets, et c'est le souvenir français qui s'occupe de l'entretien des monuments aux morts et des tombes de 14-18. Les Américains font ça très bien, nous on le fait un peu moins bien. Mais voilà, alors maintenant il est reconnu parce qu'il est déclaré, je crois, un monument historique. Les maîtres en la matière sont les Britanniques. Monsieur le maire a peut-être la réponse. Alors effectivement, ça fait partie des serpents de mer, hein, régulièrement cette question. En tout cas, on n'a pas beaucoup de sources quand même pour trancher cette question. C'est absolument pas mentionné dans les registres de délibération du conseil municipal. Par contre, donc effectivement, les préfectures n'avaient pas un pouvoir décisionnaire sur ces questions-là, mais elles créaient un comité artistique dans chaque département qui donnait son avis sur les différents modèles. Et donc ce qu'on sait, c'est que la commission artistique de la Creuse avait émis comme avis concernant le monument qu'il était bien, mais qu'il faudrait enlever l'inscription maudite soit la guerre et l'orphelin. Donc, ce à quoi le conseil municipal de l'époque a dit non. Et il a quand même perçu les 5% de subvention, en tout cas visiblement, pour l'édification du monument. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'en tout cas, a priori, c'est le modèle d'origine qui était prévu comme maudite soit la guerre. D'ailleurs, nous, on conserve en mairie la maquette du conseiller municipal qui était ébéniste, qui a proposé en fait ce modèle. Et sur la maquette, en tout cas, il y a juste marqué maudite soit la guerre sur cette inscription.